pense qu'il y a beaucoup de stand-uppers qui ont peur de ça aussi, et je comprends de ouf, c'est qu'en fait, bider sur une blague de texte, c'est pas très grave, tu vois, tu t'en sors vite. Bider sur un moment de jeu, je l'ai déjà fait, hein, c'est compliqué. Par exemple, dans mon spectacle, sans spoiler, j'ai un moment où je chope le pied de micro et je pars par terre, genre comme si je faisais du JB ou un truc comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord, ok, l'UFC, quoi. Et si tu bites sur ça, faut te relever après, faut te relever avec le pied de micro et tout, tu vois. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Nadeau. Bonne écoute. Est-ce que ça va Très content d'être là. En fait, je suis surtout content de ne pas être à Paris, je ne vais pas vous mentir. Paris, c'est une ville de fous, hein. Regarde à quel point Paris, c'est une ville de fous. Pas longtemps, je marchais dans la rue un matin. Et d'un coup, t'as un mec qui a sauté devant moi, qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Hey !» Non ! Et il est parti en courant. Je ne lui ai rien proposé. Je sais pas ce qu'il a refusé, d'accord? Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est que ça n'a choqué absolument personne autour. Tout le monde a regardé, s'est dit oui, un lundi matin, comme les autres. Et encore, je suis un homme, ça va, tu vois. Paris, pour un homme, ça va. Paris, pour une meuf, c'est plus compliqué. À Paris, pour une meuf, il y a plus de mecs toxiques que de punaises de lit. C'est pas un vrai problème, les punaises. Tu sais, on dit attention, les punaises de lit, vous rentrez dans le métro, ça vous saute dessus. Ça s'accroche à vos vêtements. Ça vous lâche pas jusqu'à chez vous. Toutes les femmes, elles sont là. Vous appelez ça des punaises de lit? Parce que ça fait combien de temps que tu montes sur scène, en fait? Ça fait à peu près 5 ans. Ça t'a pris comme ça? Ouais, en fait, j'ai commencé un petit peu avant, mais j'ai arrêté, puis j'ai repris, puis j'ai arrêté. Je me suis vraiment mis dedans à fond en 2018. Et en fait, ça faisait longtemps que je faisais des vidéos sur Internet et j'avais la sensation d'avoir fait un peu le tour, tu vois, d'avoir un peu tout exploré, que ça soit les sketchs, la fiction, les trucs un peu plus sérieux. Donc je me suis dit, moi j'ai commencé par le théâtre à la base, tu vois, donc je me suis dit autant retourner sur les planches. J'ai vu même plus que ça, chant, danse. Ouais, danse un peu moins, mais chant, piano, etc. Ouais. Je cuisine très mal. Effectivement, c'est juste pour rappeler un peu le parcours pour les gens qui te connaissent pas. Toi, t'as commencé YouTube en 2009, 2012. 2009-2010, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Mais vraiment, quand je dis commencer YouTube, c'est vraiment genre au début, quoi. Au en même début, temps que ouais. Cyprien Norman, Ouais. dans le même état d'esprit, où tu t'adresses face cam avec le grand angle et tout. Exactement ça, mais en fait, quand tu regardes bien, la manière de parler à l'époque, c'était un peu du stand-up aussi. Hein. Ah, mais c'était C'était complètement un peu ça. parler face caméra et il n'y a pas de public, c'est juste une caméra, tu vois, mais... C'est juste qu'on coupait pour aller plus vite dans les Exactement. phrases que tu gardes sur scène. Ouais, exactement. Je m'auto-monte sur scène. Ouais, je fais du montage instantané. T'étais sur le gala d'Hakim Djemili. Du coup, t'as joué hier, tu rejoues ce soir. Ouais. Et tu rentres en imitant un mec qui vient te voir, qui est une histoire vraie. Quelle histoire, ouais. Il m'a pas sauté dessus, mais c'est vraiment un mec qui m'a regardé dans la rue et là j'ai plus de voix donc je vais pas crier. Ouais. Mais il m'a crié dessus genre non! Et il est parti. Et j'ai jamais eu de suite à cette conversation. Je sais pas ce qui s'est passé. Cette vanne d'intro, je l'ai trouvé il y a pas très longtemps. En fait, ça permet juste d'introduire la folie de Paris parce que un des premiers trucs que je dis, c'est un mec qui a dit à des meufs avec qui j'étais, est-ce que vous voulez venir dans la cave, tu vois. Ouais, c'est un ouais. vrai truc qui s'est passé, ça, il y a assez longtemps. C'est pas exactement ça que tu dis, hein. Tu Non, dis, d'abord, oh, les je parle salopes. ouais, parce que c'est ce qu'il y avait. Je voulais pas être trop vulgaire dans ce podcast, mais de toute façon, on aura l'extrait. Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai eu un exemple, mesdames, de ce que vous pouvez vivre quand vous marchez toute seule la nuit dans la rue. Un exemple, j'étais avec 2 copines, on sortait de soirée, tout se passait bien. Et d'un coup, derrière nous, j'entends un mec crier mot pour mot « Oh les salopes, ça vient dans la cave !» Gourmand, va. Et tu sais, moi, j'ai pas répondu quand il a dit ça, parce que je me suis retourné, j'ai vu qu'en fait, ils étaient 3. Et moi, je suis parfaitement conscient de mes limites, hein, voilà. C'est-à-dire que demain, un mec m'insulte de salope, baston. 2 mecs m'insultent de salope, contestation. 3 mecs m'insultent de salope, remise en question. Je vais pas vous mentir, on est en démocratie, je respecte le vote du peuple, quoi. Voilà, ils ont fait sûrement un petit conciliabule, ils ont élu leur salope à main levée. Et, Mais ouais, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé et c'est vrai que j'ai pas répondu et c'est vrai que
qu'ils étaient plusieurs, etc. Tu vois, c'était vraiment tout est vrai. J'aime beaucoup, moi, ce truc de 1, le mec m'insulte, baston, 2, contestation, 3, j'ai pas eu le temps de remise en question. Et tu l'as construite sur scène? Non, dans ma tête d'abord. Ouais, vraiment dans ta tête. Ça, c'est vraiment de l'écriture pour le coup. C'est pas. Il y a des vannes que tu trouves sur scène parce que t'es à l'aise, notamment dans le spectacle. J'en ai une que j'ai poussée à mort sur scène et qui justifie le titre du spectacle d'ailleurs, qui est beaucoup trop. Tu vois. En fait, je pense que la plupart des vannes ont une certaine forme dans ta tête. Et sur scène, ça prend forcément une autre forme parce que t'as l'adrénaline, t'as le jeu qui t'embarque un peu. T'es plus maître de ton jeu, en fait. Dans ta tête, t'es maître parce que t'écris des choses très précises, des temps de 3, comme t'as dit, des virgules, des mots précis. Puis après, en fait, ça part, c'est ça qui c'est le côté organique, en fait. C'est que ça, le stand-up, c'est le spectacle vivant, tu vois. Et du coup, t'as pas quitté ton écriture que tu pouvais avoir sur YouTube, sans parler du média. Mais tu vois, genre, sur YouTube, t'écrives. Enfin, c'est très écrit, quoi. C'est très écrit. Mais en fait, à la base, je suis arrivé avec l'écriture de YouTube et ça marchait pas. Donc, j'ai dû prendre la méthode d'écriture du stand-up. Et en fait, moi, ma meuf, elle me dit, t'es un laborieux. Elle me dit, en gros, il y a plein de personnes, par exemple, je pense à Hakim Omiri, qui est un très bon pote, tu vois. Ouais. Lui, il peut avoir un thème, avoir genre 4-5 grosses idées et broder sur scène. Moi, j'ai besoin que ce soit au mot près, tu vois. Parce que, en fait, c'est dans ça que je me rassure, tu vois. Et après, tout le travail, c'est de faire genre, c'est pas au mot près, tu vois. Ouais. Et de faire comme si c'était la première fois que je le jouais, etc., tu vois. Et c'est moi, quoi. Et j'étais avec 2 copines qui étaient d'accord avec moi sur le fait que, dans cette situation précise, le meilleur choix, c'était de pas répondre. J'aurais pu être avec une meuf pas d'accord. J'en ai fréquenté, c'est pas facile à vivre. Tu sais qu'il y a des meufs, elles aiment bien... T'es là, tu t'embrouilles avec un mec, mais tout est sous contrôle. Et elle sort de nulle part, elle est là... Ouais. Et toi, t'es là... Non. Et tu sais, elle continue, elle est là... Ouais. Et toi, t'es là, mais regarde son visage, il y a des indices, putain. Il a une cicatrice qui va du front au menton, on dirait une fermeture éclair. C'est pas normal, son visage, c'est un jean ou quoi? Et t'as beaucoup d'act-out, en fait. Ouais, quand je dis act-out, c'est vraiment une façon de mime, enfin, du corps. Ouais, tu joues beaucoup sur scène. Mais ça, c'est Kaza, mon co-auteur et metteur en scène, qui m'a poussé à faire ça. Au début, je comprenais pas. Ah ouais? Je comprenais pas. Je me suis dit, le stand-up, pour moi, c'est de faire des blagues écrites et voilà, et c'est tout, tu vois. En fait, les act-out, c'est merveilleux. Mais en fait, et c'est lui qui m'a poussé à faire ça et ça marche trop bien. En fait, je m'épanouis tellement là-dedans parce que moi, la comédie, c'est un truc que je fais depuis que je suis petit. Et en fait, quand on parle des act-out, on le fait tous. Dans la vie de tous les jours, quand on raconte une vanne, on le fait tous. Quand t'es à table. Quand t'es à table et que tu dis, par exemple, ton collègue, il t'a raconté un truc, tu vas pas lui dire, ah, mon collègue, il m'a saoulé, il m'a dit que j'étais en retard. Non. Tu vas dire, mon collègue, il arrive, il dit, ouais, t'es toujours en retard. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on joue tous, tout le temps. Et c'est ça qui fait que les vannes sont drôles, tu vois. Parce qu'en plus, si je dis, ma mère, elle m'a dit que j'étais en retard, ou mon collègue, il m'a dit que j'étais en retard, c'est pas drôle, tu vois. Non. Mais si tu dis, oh, t'es toujours en retard, c'est pas drôle non plus, mais en fait, parce que là, j'ai pas fait un truc drôle, mais t'imposes aux gens une vision qui est comique, tu vois. Genre, et c'est toi qui décides de comment les gens vont voir cette scène. Ouais. Au lieu de les laisser interpréter dans leur tête, tu vois. Mais je me demandais si c'était pas un truc qui te faisait kiffer. Tu vois, genre. J'adore ça. Genre, vraiment beaucoup de travail de mise en situation pour juste jouer, quoi. Il y a parfois, certaines vannes sont juste des prétextes pour jouer. Mais, non, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de stand-uppers qui ont peur de ça aussi. Et je comprends de ouf, c'est qu'en fait, bider sur une blague de texte, c'est pas très grave. Tu vois, tu t'en sors vite. Bider sur un moment de jeu, je l'ai déjà fait, hein, c'est compliqué. Par exemple, dans mon spectacle, sans spoiler, j'ai un moment où je chope le pied de micro et je pars par terre, genre comme si je faisais du JB ou un truc comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord, ok, l'UFC, quoi. Et si tu bites sur ça, poto, faut te relever après, faut te relever avec le pied de micro et tout, tu vois. Donc je comprends que certains, mais parfois je jouais et ça marchait pas. Et Kaza me dit, c'est parce que t'es pas allé assez loin. Et tu sais, c'est dur de se dire, putain, faut que j'aille encore plus loin, ça se trouve, ça va être encore plus gênant, tu vois. Et en fait, non, j'adore faire ça, j'adore. Si je pouvais faire que des act-out, je ferais que ça. C'est marrant, on m'a jamais dit ça. Bider sur un act-out, c'est lent. Ah, c'est l'enfer. Parce que t'es là, t'es dans ton truc, dans ton personnage, et après, tu dois ressortir, Ok. Apparemment, ça vous a pas plu. Vous avez pas compris le personnage, peut-être. Et donc, du coup, après, tu fais les meufs qui aiment bien les embrouilles. Quand il y a un garçon en qui elles ont confiance, qui est là, dans une embrouille où elles arrivent et elles se sentent pousser des ailes. Et évidemment, ça, c'est un. Je joue sur les clichés aussi, ça. Mais parce que c'est des trucs qui me sont déjà arrivés, tu vois. Et tu sais, elle continue. Et à un moment, le mec en face, il craque. Il est là, mais tu veux quoi, toi, espèce de pute? Et elle te regarde, genre.
Il a dit pute là, pour elle t'es un Pokémon à ce moment-là. Elle est en transe, elle t'envoie au combat comme un dresseur, elle est là, fou. Jérémy, à toi de jouer. Et t'as dit, mais Jérémy, à moi de jouer. Tu te fais niquer à cause d'elle, hein. Et derrière, dans sa tête, elle est là, un jour je serai le meilleur dresseur. Je vais te briser ta vie. T'es là et la meuf elle rentre dedans, mais alors ouais moi, tu ne vas pas assumer, c'est moi qui devais devoir assumer tes paroles, tu vois, genre. Mais évidemment c'est les grandes idées que tout le monde a, mais encore une fois c'est un prétexte pour jouer, c'est un prétexte pour... J'aime bien ce truc de Pokémon, j'aime bien la marrant. façon dont tu fais la métaphore. C'est marrant parce que c'est vraiment c'est une rêve que tout le monde a en plus, c'est dresseur qui jette la Pokéball et t'as le Pokémon qui sort. Mais tu vois en fait c'est marrant aussi sur les act-out parfois t'es sûr qu'un act-out fonctionne, il fonctionne. Et après, tu le changes. Et là, en fait, ça change tout. Et moi, en fait, j'ai un défaut sur scène. Ce que Kaza me disait, c'est que je parlais trop vite. Il m'a dit, les gens, ils ont pas le temps de comprendre les blagues. Tu vois, même toi, tu me disais, t'as pas eu le temps de tout noter. Et en fait, il m'a dit, pose-toi, t'es chez toi. Et là, hier, frère, j'étais vraiment à la maison, quoi. Ouais. Et en fait, quand je fais, il a dit pute, machin, pour elle, t'es un Pokémon. J'appuie Pokémon. Les gens rigolent. Elle t'envoie comme un dresseur. Je fais le geste. Jérémy, à toi de jouer, je lance la Pokéball. Et en fait, à la base, j'enchaînais. Et là, j'ai poser chaque truc et il y a eu des applauses à ce moment-là à un endroit où je n'ai jamais eu d'applauses parce que normalement j'enchaînais sur le truc, tu vois. Ouais, tu l'as pas beaucoup modifié en fait. Je l'ai pas beaucoup modifié, juste la manière d'avancer après. Je l'ai un peu modifié, mais ça c'est une vanne que je joue longtemps et peut-être que j'arrêterai de jouer du coup vu qu'il y a mon truc. Mais en vrai c'est plus kiffant de prendre son temps et de kiffer l'instant. Enfin, moi je suis très stressé. Ah, oui. Et le stress il se traduit par une fuite vers l'avant, ce truc de si je suis en faisant une vanne, je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Du coup, allez vite, j'enchaîne sur la suivante, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ce truc de, tu sais, quand tu cours dans une descente et que tu te laisses un peu emporter et que t'as les jambes qui montent hyper haut et que tu continues, tu vois. Et c'est un peu ça. Mais j'en sors parce que je suis drôle, quoi. Je suis obligé de me le dire parce que sinon j'arrête ce métier. Ouais, c'est important, la confiance en soi et de ouf. La façon d'être. On en parlait d'ailleurs avec Yacine, Hitch, la dernière fois. Qu'on embrasse évidemment. Ah ouais. Et tu fais le moment du bruit dans la nuit. Et quand tu parles avec ton pied de micro. Ouais. Et en fait, j'aime bien jouer avec Tu peux m'expliquer juste comment tu fais? Parce qu'à l'audio, les gens ils vont pas le piger. En gros, je joue la meuf qui réveille son mec pendant la nuit et je pousse le pied de micro. Enfin, je le pince, je le pousse comme si c'était moi, entre guillemets, tu vois. Mais t'es pas debout. Je suis pas debout, je suis juste penché parce que normalement on est censé être allongé, tu vois. Mais en fait, il y a des positions qui sont drôles sur scène, tu vois. Et après, je parle très près du pied de micro, vraiment collé à mon visage, parce qu'en fait, encore une fois, c'est un truc qui est drôle. Et à l'image, c'est drôle. Et en fait, on néglige trop aussi parfois ça, c'est de la mise en scène. C'est de la mise en scène tu vas dire une vanne debout, elle est pas drôle, tu vas la dire un peu penchée sur le côté, elle est un peu plus drôle, tu vois. Et c'est que des détails, c'est ça aussi le stand-up. C'est pas de la radio, tu vois. Faut profiter que les gens te voient pour utiliser les éléments de décor, le tabouret, le micro, le pied et tout, tu vois. Les filles, parfois, vous nous mettez la pression, faut le savoir. Je crois que le meilleur exemple de cette pression que vous nous mettez, c'est ce moment où pendant la nuit, vous vous réveillez parce que vous avez entendu un bruit. Et vous comptez sur nous pour identifier l'origine de ce bruit. Tiens, en pleine nuit, vous êtes là, genre... J'ai entendu un bruit, va voir. Traduction, meurs à ma place. C'est ton rôle. Je veux vivre. Et tu sais, dans ces moments-là, dans l'inconscient collectif, genre sociétalement parlant, depuis des dizaines d'années, nous les mecs, on n'est pas censés avoir peur. Genre, on est censé être plus courageux que vous. Mais moi, je vais être très honnête, mesdames, à ce moment précis, tous les mecs, ça fait 15 minutes qu'ils sont réveillés. Parce que le bruit, on l'a entendu en premier. Ça fait 15 minutes qu'on est comme ça. Tu dors. Les yeux secs. Et c'est cool que tu parles de mise en scène parce qu'en vrai, sur YouTube, tu t'es toujours mis en scène seul, finalement. Ouais. Et là, du coup, tu travailles avec un metteur en scène. Ouais. C'est une manière un peu différente de bosser. Ouais, de ouf. Comment c'est trop agréable. C'est trop agréable parce qu'en fait, c'est... la différence avec YouTube, c'est par exemple sur YouTube, quand je me filmais tout seul à l'époque, je filme, je peux regarder le rush. Je filme, je regarde le rush. Sur stand-up, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'au final, je peux mettre un iPhone, monter sur scène, faire le truc, redescendre. Mais en fait, moi, Kaza, j'ai une confiance aveugle en lui. Et s'il me dit, fais-le plus comme ça, fais-le plus comme ça, fais-le plus comme ça. Et parfois, moi, je trouve des trucs sur scène
et je me filme et parfois je regarde après, tu vois. Mais c'est comme un metteur en scène, c'est comme quand tu cherches un nom d'acteur, ou metteur en scène ou co-auteur d'ailleurs, hein. Tu cherches un nom d'acteur et t'es bloqué sur Ryan Gosling. Et en fait, c'est Bradley Cooper. Et ton pote, il arrive, il dit non, c'est Bradley Cooper. Et je dis, ah ouais, c'est Bradley Cooper. Et tu vois, c'est vraiment ce truc ça te débloque un truc, alors que toi, t'as des œillères de cheval, tu vois. Genre, et non, c'est ça qui est trop pratique. Moi, je digresse un peu, hein, mais non, je trouve ça justement intéressant. L'idée, c'est d'utiliser ton passage pour digresser. Ouais, c'est bosser à deux, c'est trop bien quand la personne te connaît. Bah, par exemple, Casa, parfois, comme on bosse généralement, c'est que soit il a une idée de thème, soit j'ai une idée de thème ou juste une idée de vanne et on échange dessus, on écrit, on s'échange des trucs et tout. Et parfois, il a juste une idée d'un thème et il me dit, il est bien, mais il est pas pour toi, celui-là. Non, parce qu'il me connaît. Et ça me rassure qu'il me dise qu'il est pas pour moi. Ça veut dire qu'il me connaît, qu'il connaît mon style d'humour. Et il me dit ça, je sais que, jaloux, quoi. tu la vendrais pas à 100%, donc c'est pas forcément pour toi, on le garde peut-être pour plus tard, tu vois. Ça, c'est très bien, mais je vais le donner à quelqu'un. Non, mais il est vraiment super. Après, je dis pas que notre vie, elle est plus difficile que la vôtre, d'accord? Mesdames, vous me prenez pas sur le message, c'est même pas ce que je pense. Votre vie est plus difficile que la nôtre, pour 1 million de raisons. Une d'entre elles, vous avez vos règles, fin de la discussion, on va pas... Les gars, on ne peut pas rivaliser. Pour nous, la seule règle douloureuse, c'est la règle du hors-jeu. C'est un mec qui perd autant de sang, il s'est pris un coup de couteau, tu vois. Genre, et vous, mesdames, vous prenez des coups de couteau tous les mois dans la chatte, comme ça, des petits coups de couteau. Avec un petit couteau de chatte, sûrement, ça existe, ouais. Pussy knife pour nos amis anglophones qu'on embrasse. C'est sûrement un petit lutin qui arrive avec une calvitie, un long nez. Il est là. Non, on sait pas ce que fait Éric Zemmour de ses week-ends. On peut pas commencer à débattre. Ouais, c'est un sketch engagé, ouais. Non, mais j'aime bien quand tu l'exagères à fond. Bah justement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Je pense que Casa, il t'a dit le couteau de chatte, vraiment loin. Ouais. Tu vois, avec le lutin, là. Ouais. Parce que cette vanne, elle est pas drôle, tu la poses pas. T'as remarqué Ouais. que quand je fais... vous prenez des coups de couteau tous les mois, comme ça, je fais il y a un petit rire, c'est cool, tu vois. Ouais. Et après, je fais... Avec un couteau de chatte. C'est ça. Pussy knife, pour nos amis anglophones, qu'on embrasse. Ça, par exemple, c'est pas une vanne qui a écrite, c'est une vanne que j'avais trouvée un moment sur... C'est sûrement un lutin qui arrive avec une calvitie. Hein, tu vois. Et en fait, c'est de l'usure. C'est genre, où est-ce que... Moi, en fait, j'essaie toujours de trouver la vanne de trop et je reviens juste avant. Tu vois. Et pour la plupart des gens, la vanne de trop, c'est la bonne pour moi. En plus, ce qui est drôle, c'est que t'as un truc un peu stand-up, c'est de l'adresse aux gens et tout. Et puis, d'un coup, un personnage. Et d'un coup, ça parle. Je sais pas combien j'ai fait d'act-out sur scène, mais il y en a beaucoup. Ouais. Plusieurs, mais je trouve qu'il y a de plus en plus ça. Enfin, moi, je le vois de plus en plus sur scène. Je vois de moins en moins du truc de stand-up. Et de plus en plus de gens qui font. Après, lui, c'est vraiment l'extrême, mais à l'ancienne, Richard Pryor. Ouais. C'est que ça. Il joue. Humoriste américain. Un humoriste américain, ouais, pardon. Ouais. Qui joue tout. Tout. Il peut jouer un téléphone, un chat, un câble, un micro, un écran, une lampe. Il peut tout jouer. Et en fait, je te jure que tout peut être drôle. Tu joues une lampe, tu dis, tous les jours, vous m'allumez, vous m'éteignez, j'ai pas le contrôle sur ma luminosité, tu vois. Peu importe, je sais pas. Mais je te jure que tout est drôle, tout est jouable, en fait, tu vois. Un peu dans l'esprit Baptiste Le Caplin, qui a toujours. Ouais, il joue énormément de choses aussi, bien sûr. Tu sais, j'ai appris que vous avez un truc qui s'appelle les règles hémorragiques. J'ai entendu, ouais, genre normal, mais comment ça, normal? Mais pour un mec, tu mets hémorragie n'importe où dans la phrase. Urgence immédiatement. Et vous êtes là, non, je vais reprendre un peu de Häagen-Dazs, ça va passer. Vous êtes des super héroïnes, c'est ça que vous êtes. Et nous, les mecs, on comprend pas. Nous, ouais, on est ensemble. Et non, on est grave ensemble, les girls. Et nous, les mecs, on est débiles, on est là. Mais moi, ma meuf, elle est un peu chiante quand elle a ses règles. Mais elle se vide de son sang. C'est fou de pas comprendre. Statistiquement, il y a forcément des meufs qui ont leurs règles dans la salle, elles sont là. Elles sont en chatte du Niagara, tu vois. Tu sais, parfois vous saignez tellement, vous mettez des pansements, pas des pansements, j'appelle ça des pansements, mais des serviettes, non mais des serviettes hygiéniques. Et excuse-moi, t'as vu la taille du truc? Poto, je suis pas un expert en serviettes, hein. Mais ce genre de serviette, c'est fait pour absorber la Méditerranée, j'en suis sûr et certain. Tu jettes ça dans la Méditerranée, il y a plus rien. Tu peux faire Marseille-Marrakech en trottinette électrique, je te jure. La baisse Arlekoum. À la base, c'était la Seine. Ah. À la base, à Paris, je le disais, ça peut absorber la Seine. Tu jettes ça dans la Seine, il n'y a plus rien, ça devient un skatepark. Parce que l'image est drôle, je faisais le geste du skatepark en plus. Mais je pense que la Méditerranée, c'est plus parlant que la Seine
Tu sais, nous, en tant que connards de Parisiens, on se dit, tout le monde connaît la Seine, tu vois. Mais en fait, moi, tu me demandes un fleuve en Suisse, je suis incapable de te dire. Tu t'es pas dit le lac Léman? Ouais, mais du coup, c'est trop suisse. Ah ouais, okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait trop, je l'ai fait pour le public. Et en fait, faut pas oublier que la plupart des gens ne verront pas le passage en Suisse, ils le verront sur Internet, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est vrai que si t'étais juste en adresse sale. Si t'étais juste là, dans un comédie club, j'aurais pu dire le lac Léman. Ouais. Mais vu que c'est pour une capta nationale, entre guillemets, tu vois, je préfère faire un truc, la Méditerranée, tout le monde connaît, tu vois. Et après, t'arrives en trottinette. Et après, j'arrive en trottinette électrique. Salam alaikum, la Bessarlik. Et après, oui, non, j'aime beaucoup ce truc du comparatif avec le soldat qui perd. Enfin, ouais, ça, je suis trop content, ça. Ouais, parce que ça, en fait, c'est les phrases des meufs, entre guillemets, chiantes pendant les règles, c'est un truc que tout le monde a vécu. Ouais, mais c'est difficile de les envoyer sur scène. Et c'est difficile de les envoyer sans passer pour un connard, en fait. Tu vois. Exactement. C'est sûr. Tu sais, j'ai réfléchi, ça se trouve, c'est pas les hormones qui font que les meufs sont chiantes pendant les règles. Ça se trouve, c'est juste le fait de perdre autant de sang. Ça se trouve, n'importe quel être humain qui perd autant de sang devient chiant. Genre un mec qui se prend une balle pendant la guerre, il va regarder son pote, genre... J'ai l'impression que tu m'aimes moins en ce moment. Tu me regardes plus comme avant, Jackson. Tu trouves pas que j'ai un peu grossi? Tu m'aimerais quand même si j'étais chauve. Faut faire attention parce qu'en fait, tu peux vite être pris pour ce que t'es pas, tu vois. Et moi, j'ai grandi avec des femmes, j'ai tout le plus grand respect du monde, tu vois. Mais tu peux vite glisser et que ça soit mal interprété, tu vois. Genre, c'est pour ça que quand je dis vous nous mettez la pression, le premier truc que je dis, c'est je dis pas que non, parce que j'ai changé un peu l'ordre, mais je dis pas que notre vie elle est plus difficile que la vôtre parce que je suis très conscient de ça, tu vois. C'est pas genre vous nous mettez la pression, notre vie est compliquée, tu vois. Même si parfois c'est ça, tu vois, genre mais faut être c'est important de peser ses mots sans trop se culpabiliser et justifier, tu vois, parce que c'est quand même moi qui ai le micro et je raconte ce que je veux, mais vous méprenez pas sur le message, c'est ça que... T'as pas ressenti peut-être une peur ou un malaise la première fois que tu montes sur scène et tu parles de ça? C'est surtout sur le passage des meufs nulles en sexe. Tu sais, moi j'essaie de me renseigner sur les inégalités hommes-femmes. Je trouve que c'est important, surtout pour un homme, de se renseigner, tu vois. Et j'ai lu une statistique de fou il y a pas longtemps. J'ai lu que 3 femmes sur 5 n'ont pas d'orgasme pendant un rapport sexuel. Les filles, c'est le moment de vous faire entendre. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pas normal? C'est pas normal, voilà, c'est pas normal que 3 femmes sur 5 soient aussi nulles en sexe. Tiens. J'explique pourquoi. On arrive avec le même projet. T'arrives avec tes outils, j'arrive avec mes outils, d'accord? Notre but, c'est l'orgasme. J'ai lu une autre statistique. 0 mecs sur 5 n'ont pas d'orgasme pendant un rapport sexuel. Pourquoi? Parce qu'on est fort en sexe, d'accord? Cette statistique, elle veut dire qu'il y a que 2 femmes sur 5 qui ont compris que si elles veulent jouir, faut pas compter sur nous. Parce que nous, on travaille, nous, on met du cœur à l'ouvrage. On est là, on fait des squats, du soulevé de terre, on twerk sur vous, c'est ça qui se passe. On transpire pas, on pleut. Et à la fin, vous êtes là, tu m'as pas fait jouir, mais toi, tu t'es pas fait jouir, flemmarde, va. Fais-moi jouir, excuse-nous, Cléopâtre. À la fin, vous êtes là, qu'on m'apporte un autre jouisseur. Celui-ci de ma guerre convaincue. Le jouisseur de Cléopâtre. On l'a écrit de manière beaucoup trop frontale. Et en fait, en vrai, ça collait pas avec notre pensée. C'est juste qu'on a eu du mal à trouver la formulation de... on avait la stat de 3 sur 5. Et là-bas, je disais parce que... Tu dis 5 sur 5, des hommes, machin, c'est de votre faute. Tu sais que ça va partir en couille. Mais tu vois, et c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'au début, on était très frontal, on était, vous êtes nuls en sexe. Ouais. Et en fait, je partais dans un truc de colère et tout. Et en fait, je sentais que les gens, ça rigolait, ça même applaudi des fois, mais ça se braquait un peu. Et je disais à Casa, on n'a pas la bonne manière de... L'idée, elle est là, mais on n'a pas la bonne manière de l'emmener, tu vois. Et en fait, tout le truc de... Ça veut dire qu'il y a que 2 femmes sur 5 qui ont compris que si elles veulent jouir, faut pas compter sur nous. Et en fait, tu comprends tout le message ici. Tu dis, en fait, nous, les gars, on est égoïstes. Nous, on va penser à nous, on va penser évidemment au plaisir des femmes, mais on va penser à nous, à notre truc, tu vois. Et quand je dis à la fin, si vous ne jouissez pas, c'est de votre faute. Après, je dis non, pardon. C'est 100%
de votre faute. Et là, il y a un truc de où est-ce que tu vas, poto? J'espère que tu maîtrises ton truc parce que Je pense que c'est ça. Et Tu en- dois avoir dans toutes les nanas Et en qui fait, te regardent ce truc ouais, attention. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais vous dire, mesdames, ça va peut-être être un peu dur à entendre, mais si vous n'avez pas d'orgasme, c'est de votre faute. Non, pardon. C'est 100% de votre faute. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que vous nous encouragez beaucoup trop. Vous êtes là, genre, ah, oh, oui. Vous nous faites trop croire qu'on fait du bon travail, c'est ça le problème. Et nous, on est débiles, on entend ça, on est là, allez. Moi, je vous le dis, hein, tout va rentrer dans l'ordre. La prochaine fois que vous couchez avec un mec et que c'est nul, vous le regardez droit dans les yeux, comme ça. Peu importe ce qu'il fait, visage serré, genre. Et faites-lui des gestes qui vont me blesser, genre. Dites-lui des trucs vexants, genre on commence quand, poteau? Et là, vous allez jouer en premier. Passez une bonne soirée, mon truc. Merci beaucoup. Merci. Bah, en fait, je trouve que ce passage, il est bien. Enfin, le passage de Montreux dans l'ensemble, parce qu'en fait, il monte beaucoup, tu vois. Et en fait, sur la fin, on a ce qu'on appelle des tags. C'est-à-dire que tu as une première vanne. C'est... vous le regardez droit dans les yeux, comme ça, donc la tête hargneuse, comme t'as dit. Après, je fais un petit geste, genre comme si on était en train de coucher ensemble. Après, je fais un geste de regarder la montre. Après, je dis, vous le regardez droit dans les yeux, ou faites-lui des gestes qui vont me blesser, genre... dites-lui des trucs blessants, genre on commence quand, poteau? Et là, vous allez jouer en premier. Et en fait, c'est vraiment tac, 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 tac. Et après, je pars sur ça, tu vois. Parce que je trouve ça cool d'enchaîner rire et partir sur ça, tu vois. Je trouve que c'est hyper, même pour le public, c'est hyper agréable, je trouve, tu vois. C'est marrant ce que tu dis sur ce truc de crescendo, parce que tu vois, si on était en audiovisuel, et toi tu connais un peu quand même YouTube et tout, effectivement, quand tu montes en crescendo, t'accélères la vitesse des plans, du montage. Exactement. Et là, ce que tu viens de me faire, ça me fait penser à ça, parce qu'en fait, exactement ça. T'es fixe et ton corps il commence à bouger, et il bouge de plus en plus, et c'est de plus en plus, tu vois, et il y a un espèce de truc qui est monté. Ouais, voilà, c'est ça, comme un rise. Et effectivement, quand t'arrives au bout, bah, soit tu repars avec une autre histoire, et tu vois, ou soit tu quittes, tu quittes là, quoi. C'est vraiment, tu montes tout en haut de la montagne et c'est ton feu d'artifice. Bon, bah alors, comment tu l'as senti, du coup? C'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Juste, j'ai perdu ma voix parce que je crie beaucoup. Donc, je vais essayer de me soigner d'ici ce soir. Mais ça va être bien, ça va être bien. Je voulais qu'on revienne juste un peu dans une discussion comme ça, parce que je trouve ça quand même assez intéressant. T'as un passif, une étiquette de youtubeur, tu vois. Ouais, on en parlait un petit peu, et je trouve ça cool parce que tu me disais que c'était dur. C'est dur à enlever, c'est l'étiquette sur les bols, en dessous des bols là, que tu grattes et qui veut pas partir complètement. Ouais. Après, j'ai pas envie de la faire partir non plus parce que c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai quasiment tout appris, tu vois. Mais c'est vrai que faire Montreux et faire d'autres émissions et d'autres galas de stand-up, etc., ça permet de m'assurer une certaine légitimité aux yeux de la profession, tu vois. Genre, et je suis content parce que, tu vois, par exemple, Ilyes Mela, il s'en est pas rendu compte, mais hier, il m'a dit un truc... qui est un autre artiste. Qui est un autre stand-upper, qu'on embrasse évidemment également. Mais il a vu mon passage, il m'a félicité, il m'a dit, ouais, t'as fait du nado, quoi. Oui, et là, j'ai dit, tu vois, je dis, ça veut dire que ça y est, je commence à faire partie de ce milieu, tu vois, donc c'est cool. Ouais, bah, c'est cool d'être adjectivé par son propre. Ouais, franchement, c'est pas mal. Il m'a pas dit, t'as fait une Mela, il m'a dit, t'as fait une nado, tu vois. Il y a aussi un truc que je voudrais te poser, parce que j'ai un peu grandi, moi, dans cet univers de YouTube, dans mon travail, et je me suis senti un peu, à un moment donné, moi, en tant que réalisateur, un peu vieux dans YouTube, tu vois. Et je voulais savoir si t'avais eu cette même sensation. Ouais, tu sais, quand t'as commencé il y a longtemps, et quand on dit longtemps, en vrai, c'était pas si longtemps, c'était il y a 12 ans. Mais vieux aussi, dans le sens, moi, j'ai un petit frère de 16 ans, tu vois. Ouais. Et c'est pas vieux dans le sens, l'âge, dans le sens... Putain, j'allais dire, je suis encore à la page. Ouais, ça y est, je pense qu'on peut finir le podcast. Non, mais en fait, c'est pas vieux dans le sens, je me sens vieux au niveau de l'âge, c'est vraiment au niveau de certains contenus, je les comprends plus, tu vois. Ouais, mais je comprends que ça plaise, mais parfois je me suis dit, c'est trop jeune pour moi, tu vois. Mais parce qu'on a évolué, tu vois. Moi, maintenant, j'ai la chance, je tourne des séries, je fais du stand-up, des spectacles et tout, tu vois. Donc,
Oui, t'es sur. C'est autre chose, tu vois. C'est ça. Sur Cœur Noir, saison 2. Série, j'ai dit des séries, j'ai pas dit 10 séries. Putain, on est écouté ou quoi, man? Et Cœur Noir, et la saison 2 qu'on va tourner bientôt. Et là, j'ai une série Netflix qui sort. C'est une série dramatique, quoi. Et une série Netflix qui sort au printemps, là. Donc, non, d'ailleurs, c'est marrant, parce que je parle de ça. Je vais revenir après sur YouTube, peut-être un peu, mais je trouve ça marrant parce que t'es le seul humoriste de stand-up que je connaisse qui fait des transformations genre Christian Bale, tu vois. Je le prononce très mal, d'ailleurs. Et genre Christian Bale. Et voilà, je voulais savoir ce qu'ils font, c'est comment. C'est trop bien. C'est trop bien. Quand j'ai été pris pour Cœur Noir. Parce que tu joues un mec de l'armée. Des forces spéciales. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, dans l'image, il faut, tu vois, ce côté très film d'action. Donc, des mecs vraiment ce qui n'est pas le cas en vrai. En vrai, ils sont pas massifs de ouf, mais ils ont une force qu'on a colossale. Et en fait, ce corps qu'on s'est fait pour Cœur Noir, c'est pas un corps idéal pour le terrain, tu vois. Mais à l'écran, c'est sûr qu'il faut, on est au cinéma, quoi. Donc c'est obligatoire. Mais ouais, c'était trop bien. Je me suis entraîné avec un de mes potes qui est coach. Je bouffais tous les jours. T'as plus la motive quand tu sais qu'il y a un rôle derrière. Évidemment. Parce que si c'est juste. Évidemment. Surtout 6 fois par semaine, pour moi, avec ce rythme-là, c'était pas tenable. Pour moi, en tout cas, tu vois. Mais en fait, c'est le travail. Et surtout que là, pour la saison 2, il y a plus le truc de la saison 1 de ouais, ok, je vais être musclé. Non. Il faut que je retrouve exactement le même corps parce que ça se passe 13 minutes après la fin de la saison 1, tu vois. Donc vraiment, c'est un petit challenge maintenant, tu vois. Faut trouver un équilibre. Mais non, ça va être très bien. Et ouais, moi, je veux bien que tu me parles de ça. Après, on finit. Après, je te laisse aller prendre ta douche, finalement. C'est ouais, ce truc de YouTube et de vieillir et pas forcément de vieillir, mais en fait, ça va très vite. Je sais pas comment expliquer, mais en vrai, comme les générations, tous les 5 ans, elles changent sur les réseaux sociaux. Il y a un truc où effectivement, quand on a un truc, on le refait, puis au bout d'un moment, on est un peu lassé de refaire ce truc-là, et on voit d'autres choses qui arrivent, et il y a 2 choix. Soit on dit, ok, ciao. Soit on dit, ok, je vais reprendre les nouveaux codes et m'installer dedans. Et je me dis, c'est pas facile. Moi, au début, j'avais ce truc de me braquer un peu en disant, je vais pas faire les nouveaux contenus, je vais pas faire les trucs et tout. Et en fait, je pense qu'il faut être intelligent et qu'il faut adopter certains codes à ton contenu, tu vois. Moi, je pense qu'il faut pas travestir son contenu et sa créativité, tu vois, pour plaire aux gens, parce qu'une fois que les gens, tu leur plais plus, ils t'abandonnent, de toute façon, dans tous les cas. Donc, autant se retourner et dire, ok, je suis fier du travail que j'ai fait, tu vois. Moi, par exemple, je me suis jamais forcé à faire quoi que ce soit. Je me suis pas dit, ok, maintenant, c'est le divertissement, le lifestyle qui fonctionne, je vais me mettre dedans. Pas du tout. Moi, j'ai essayé au contraire de parodier un peu ça. Puis à un moment, je vois que ça fonctionne pas. C'est pas grave, je vais ailleurs, tu vois. J'ai fait mon temps, j'ai fait 12 ans sur YouTube. C'était genre, j'avais des idées de blagues, et je me suis dit, je vais les faire sur YouTube. Et au début, c'était un peu comme ça, et puis après, je me suis dit, en fait, ça m'entraîne bien, et puis j'ai envie de faire plus que ça, tu vois. Après, j'ai toujours voulu être acteur. Moi, j'ai toujours c'est ça, quand j'étais petit, je voulais être clown. J'ai fait du cirque quand j'étais petit, j'en parle dans mon spectacle, et je voulais être clown, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je fasse rire les gens d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et d'où le plaisir du corps. Enfin, de jouer, mais je m'épanouis vraiment dans ça, en fait. Je suis trop heureux. Moi, une scène réussie, c'est une scène où je me suis amusé. Tu vois. Les gens, évidemment, faut qu'ils rigolent, mais ça m'est arrivé que la salle rigole pas tant que ça, mais moi, je me suis éclaté parce que j'ai testé des trucs, parce que je me suis lâché. Et en fait, moi, si je m'amuse pas, j'arrête, en fait, ce métier. Tu vois. Le jour où je m'amuse plus, j'arrête. Mais c'est pas tout de suite. Mais dans Cœur Noir, tu t'amuses. Ah ouais, c'était trop amusant. Tu t'amuses quand même? Bah ouais. On remarque, c'est un peu genre avec les... On s'est entraîné avec les forces spéciales. Les flingues comme quand t'as 4 ans, t'étais là. Mais moi, je joue à Call of Duty depuis que j'ai 12 ans, tu vois. Donc c'est... ouais, non, c'était trop bien. Ça, c'était trop bien. J'ai trop hâte de repartir pour la saison 2. Eh ben, merci beaucoup, Vieux. J'ai une dernière question pour toi et après je te laisse tranquille. C'est une question qui est relative à chaque fois je pose ça à tous les artistes. C'est comme je mets des moments de ton passage entrecoupés de cette interview-là, j'aime bien finir avec le passage d'un artiste qui est passé à Montreux mais qui n'est pas à toi. Ouais. Et du coup, c'est à toi de le choisir, soit parce que tu l'aimes, soit parce que t'as envie de lui faire de la pub, soit parce que tu fais ce que tu veux. Et ce serait qui? Hakim Gemili. Bah voilà. Évidemment. Parce qu'Hakim, il s'en rend pas compte, mais il m'a permis d'accomplir un grand truc, tu vois. On s'était croisés. Et pourtant, à la base, on n'était pas si proches que ça. On se connaît bien. Oui, parce que lui, il vient du groupe à l'époque. Il vient de groupes différents. Après, on se connaît évidemment avec Jérémy Detlo, etc. Jérémy Lyon. Bref, c'est des bêtes de gars, tu vois. Mais on s'était croisés au concert de SCH à l'Accor Arena avec Hakim. Et il m'a dit, tu veux faire Montreux en novembre? C'était en juillet, je crois, un truc comme ça. Je dis, bah ouais. Il m'a dit, ok, c'est bon.
Vraiment, ça s'est fait comme ça, tu vois. Et t'as du bien coup, fait d'acheter ces places pour essayer. Ah ouais, j'ai bien fait. C'est invité par Netflix, tu veux dire. Pardon. Et du coup, Hakim, merci frérot. Bah, c'est parfait. Donc, merci à toi. Bah merci, de ouf. Alors bon, attention, maintenant qu'il est là, évidemment, autant qu'il finisse footballeur professionnel. Ah bah c'est l'objectif. Tous les papas qui ont un enfant, que l'argent que ça génère et tout, tu connais. Ma femme m'a dit, Hakim, arrête avec tes conneries, il fera ce qu'il veut, lui mets pas la pression. J'ai dit, ouais, t'inquiète pas, il fera ce qu'il veut, je lui mettrai pas la pression. Il sera soit attaquant, soit défenseur. Mais la vie de ma mère, il sera sur un terrain de foot. Pour pas que vous me preniez pour un fou, prenons un exemple concret, vous allez me suivre. Mbappé, tout le monde voit Mbappé. Mbappé, il a signé un contrat au PSG sur 3 ans, il va toucher 600 millions d'euros. Je répète. Parce que là, vous faites Zarma, l'information, elle est normale. Sur 3 ans, il va toucher 600 millions d'euros. Maintenant que vous avez cette information en tête, mettez-vous à la place du papa d'Mbappé. Comment il doit bien dormir la nuit, ce bâtard. Le père de Mbappé, il doit passer des nuits exquises, l'enfoiré, en fait. En fait, c'est quoi, le père d'Mbappé, en vrai, il dort plus. Il roupille. Pardonnez-moi, hein, mais le père de Mbappé, il sait que dans ces couilles-là, il a de l'or, le bâtard, frère. Si moi j'avais des couilles pareilles, je marche avec 2 coquilles, je les protège, personne ne s'approche de mes couilles, frère, évidemment. La nuit, avant de dormir, un coussin chacune, je les mets au max, mes couilles, frère. Vous voyez le bœuf de Kobe, je les traite à la manière du bœuf de Kobe, frère. Je les masse à la bière, je leur chante de la musique classique, la vie de ma mère. Une bise au dodo, je les mets au max, la vie de ma mère. Est-ce que, mesdames, messieurs, vous me permettez très rapidement de passer un léger step au niveau de la vulgarité? Ça va aller très vite. Tout le monde est consentant? C'est parti. Si j'étais le père de Mbappé, je ne me branlerai plus. Parce qu'à chaque fois qu'il se lébran et qu'éventuellement il finit tout seul dans rien, et il y a potentiellement un très bon joueur de Ligue 1 qui finit dans un sopalin. Je trouve ça un peu dommage, voilà. Si ça se trouve... C'est vrai? C'est vrai? Si ça se trouve, il a déjà gâché 3 ballons d'or. En vrai, on sait pas de ouf, tu vois. Moi, je pense personnellement, mesdames et messieurs, qu'à chaque fois que le papa d'Mbappé il a un orgasme, il y a la musique de la Champions League qui se déclenche là. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!